Cette surrénale, elle était sollicitée par rapport à l'environnement. On était, j'imagine, des chasseurs-cueilleurs, semble-t-il. Et donc, on avait des stress très très forts, mais très courts. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir des moments de calme pendant la semaine, même pendant le week-end. J'ai des œillères, là, j'ai la tête dans le guidon, j'avance comme un con depuis des années, mais en fait, c'est pas un bon fonctionnement parce qu'ils ont aussi besoin de solutions. On a en médecine ce qu'on appelle des fractures de stress. Une fracture de stress, qu'est-ce que c'est une fracture de stress ? C'est pas quelqu'un qui est stressé qui se pète l'os, hein. C'est une surcharge mécanique chronique. Et c'est ça le problème. Bienvenue dans le podcast Simp Biologie, Santé, Nutrition. Le podcast où nous discutons avec des experts de ce que notre corps et notre biologie nous disent à propos de notre santé et nos besoins en nutrition. Comme je te disais, hors antenne, on se revoit après 1 an et demi. Un an et demi déjà. Depuis qu'on a fait le premier podcast chez toi, à ton centre, le centre médical Aubiermont. Et on va parler, je te disais que j'aimerais qu'on fasse un épisode sur la fatigue, enfin le lien un peu entre la fatigue et les douleurs chroniques. Parce que souvent quand on pense à l'ostéopathie, on pense souvent aux douleurs, mais comme on disait, il y a beaucoup de patients qui arrivent très fatigués. Et voilà, j'aimerais un petit peu mieux comprendre ce que beaucoup de personnes vivent sans trop comprendre, cette fatigue qui grandit chez eux et qui se voit ensuite accompagnée de douleurs chroniques dont ils ne comprennent pas trop la cause. Et voilà, j'aimerais aujourd'hui qu'on tisse un petit peu les liens entre ces deux sujets, si ça te va pour le programme d'aujourd'hui. Ouais, ça me va. Avant, pour ceux qui n'ont peut-être pas écouté le premier épisode, je propose que tu te présentes. Moi, je m'appelle Taylan Yilmaz. Donc, je gère le centre médical Aubiermont à Ouallin, qui est ouvert maintenant depuis février 2020. Donc, on a différents types de praticiens. On va surtout avoir un champ d'action au niveau musculo-squelettique. Et on va travailler sur des problèmes qui touchent le sportif, mais pas que, parce qu'en ostéopathie, on est en première ligne et donc on est amené à avoir différentes pathologies, notamment des patients stressés, des patients qui manifestent des chronicités de douleurs, d'inconfort, et ils viennent nous voir parce qu'ils sentent bien qu'il y a des problèmes physiques, et là-dessous, on arrive à comprendre que derrière les problèmes physiques, il y a aussi des problèmes métaboliques ou des problèmes de fatigabilité qui sont liés à différentes causes, hein, on reviendra après dessus. Donc toi, ostéopathe, à la base. Et pour revenir du coup à ces patients fatigués qui viennent te voir un petit peu avec une fatigue, une douleur, qu'est-ce que tu vois souvent comme très commun, que ce soit un petit peu dans la façon dont ils abordent la consultation, hein, dont ils viennent te parler de leur situation. Ouais. Alors pourquoi ils viennent nous voir ? C'est ça ta question ? Et dans quel motif ? Quels sont leurs motifs de consultation ? Généralement, est-ce qu'il y a des traits très communs entre Alors il y a des traits patients communs, clairement. Il y a vraiment des symptômes qui sont récurrents entre patients. Alors le patient, il vient nous voir très souvent en ostéopathie parce qu'il a des douleurs. Donc des douleurs articulaires, physiques, musculo-squelettiques, que ce soit tendineux, que ce soit des douleurs de type blocage ou restriction de mobilité, ou des douleurs inflammatoires comme un torticolis, une lombalgie musculaire, une douleur nerveuse, des patients qui viennent nous voir avec des douleurs nerveuses de type arnodite ou brachialgie, sans lien avec une lésion. Parce qu'ils ont fait d'abord un bilan, hein, très souvent ils sont passés par leur médecin traitant, puis ils ont vu un médecin spécialiste, et puis derrière il y a peut-être des imageries et des choses qui excluent une lésion. Pourtant ils ont une douleur vraiment physique, et donc ils viennent nous voir parce qu'ils se disent il y a peut-être un problème fonctionnel ou mécanique là-dessous. Donc les douleurs qu'on retrouve le plus dans des états de fatigabilité chez nos patients en ostéopathie, ça va être l'inflammation. Ça c'est vraiment quelque chose de central. L'inflammation, c'est vraiment le moteur de consultation pour des problèmes de fatigabilité. Ça peut être une inflammation, comme je disais, hein, musculaire, nerveuse, articulaire. Et quand les patients arrivent dans un terrain où c'est déjà bien installé, où ils sont un peu plus chroniques, là, ils vont arriver avec des troubles un peu divers qui peuvent toucher différents systèmes. Et les motifs qui reviennent le plus, ça va être l'irritabilité. Ce sont des patients qui présentent des troubles du sommeil, très souvent. De la frilosité, des patients qui te disent j'ai chaud, j'ai froid, je me sens pas bien, des patients qui récupèrent pas bien malgré un sommeil de qualité ou un sommeil de longue durée.
c'est sommeil qui n'est pas récupérateur, donc ça c'est un motif aussi sur lequel ils insistent en disant j'ai beau dormir, j'ai beau me reposer, je me sens toujours fatigué. C'est des patients qui viennent aussi avec des troubles digestifs très souvent. Il y a de l'inconfort, sans signe de pathologie clinique qu'on connaît en médecine conventionnelle. C'est très souvent fonctionnel, ou alors on parle du côlon irritable. Bon, c'est un mot qui est très souvent utilisé de manière abusive, mais ça décrit une douleur dans la fosse iliaque droite, voilà, plutôt qui va se présenter autour du repas ou à distance, en tout cas pendant la phase de digestion, qui va être aussi favorisée avec certains aliments. Ils associent bien certains aliments et l'inconfort, un estomac qui gonfle, du reflux, voilà, de l'irritation dans le bas-ventre à droite, donc des terrains plutôt de dysfonction du tube digestif. Les autres motifs qu'on va avoir, oui, ça va être les douleurs rachidiennes, voilà, des patients qui viennent avec des douleurs dans les cervicales, hautes, basses, dans le bas du dos, des lourdeurs, des douleurs dans la région thoracique basse, dans les charnières dorso-lombaires très souvent. Voilà, ça c'est vraiment les motifs de constatation qu'on a. Ouais. Et pour revenir sur l'irritabilité, c'est un des premiers motifs que tu as cités, ça c'est souvent lié au stress. Enfin, j'imagine que c'est des personnes, quand ils viennent, ils te disent qu'ils sont irritables, parce que souvent ils te disent qu'ils sont aussi stressés, ou c'est encore deux choses séparées. Un patient irritable, ça peut être plusieurs causes, ouais. On peut avoir de l'irritabilité, par exemple, sur une rétraction durmérienne. Typiquement, le patient qui a un coup du lapin, un whiplash, qui n'est pas soigné, dans le temps, il va devenir irritable. Il va devenir nerveux. Il va associer plutôt de la nervosité à l'irritabilité. Ça ne va pas être de l'irritabilité de fatigue, parce qu'il va se sentir raide, anormalement nerveux, voilà, parce que ça, c'est lié à son traumatisme. On va rentrer sur des détails mécaniques, mais c'est lié au phénomène du whiplash, donc de l'accident qu'il a eu, ou de la commotion, ou la dysfonction mécanique qui engendre avec le temps une raideur. Et cette raideur le rend nerveux. Donc il va nous dire, je suis nerveux, faut pas m'emmerder. Moi, ces derniers temps, mon entourage me dit que je suis chiant, je suis anormalement irritable, etc. Et on a d'autres patients qui vont nous parler d'une irritation un peu constante, en fait. Qu'elle soit digestive, qu'elle soit environnementale, qu'elle soit liée à plusieurs facteurs externes, peu importe. Mais ça va être plutôt de l'irritabilité liée à de la fatigabilité métabolique. Et ça va s'accompagner d'autres symptômes autour de ce motif-là. Typiquement, le trouble du sommeil, les troubles digestifs et un terrain de chronicité. C'est des patients vraiment qui nous disent ça dure depuis des mois, depuis des années. J'ai consulté tel et tel praticien, j'ai fait plusieurs choses, mais quelque part, c'est toujours présent ou ça ne part jamais. Voilà. Ça, c'est ce type d'irritabilité qu'on a. Ouais, parce que dans la partie, là, tu as quand même un peu un état de tension qui se retrouve parmi tous ces cas-là, un peu ce sentiment d'être sous tension. Comment est-ce que toi, en tant qu'ostéopathie, parce que en fait, je reviens sur l'irritabilité, parce que j'en ai un peu parlé du côté stress. En tant qu'ostéopathe, comment est-ce que toi, tu vois le stress ? Toi, quelqu'un qui est irritable ou qui est du coup mis sous une tension, comment est-ce que toi, en tant qu'ostéopathe, tu vois le stress ? C'était peut-être un peu ma question de base, j'ai peut-être pris un peu des détours pour y arriver. Ma question de base, c'était un petit peu, voilà, le stress, on voit ça comme quelque chose de mental. Toi, généralement, je suis stressé mentalement, mais en fait, on se rend compte que c'est aussi quelque chose qui est physique. Comment il est palpable en cabinet ? Comment est-ce que toi, voilà, en tant qu'ostéopathe, quand on te parle de stress, j'imagine que tu dois avoir une autre définition du stress qu'un psychologue, par exemple. Tu vois, c'est ça que j'essaie un petit peu de comprendre. Il y a comment est-ce que toi, tu vois le stress ? Oui, il y a plusieurs types. Alors, il y a un stress qu'on a tous au quotidien. C'est celui qui nous permet d'avancer quand même. C'est celui qui nous permet d'être éveillés et de passer un pas devant l'autre. C'est un stress qui est positif. Voilà. Et qui reste ponctuel. Donc une fois qu'on est dans cet état de stress, le sportif qui va aborder son match, sa compétition, il va avoir un pic de stress qui va lui permettre de performer. Puis une fois que sa performance est terminée, parce que son match se termine, tout redescend, il prend sa douche et quand il rentre chez lui, il a oublié et son corps se repose. Et puis il y a un stress ambiant, chronique, qui va devenir néfaste. Ça, ce stress-là, il y a deux types de patients. Il y a le patient qui le comprend, c'est-à-dire que quand il consulte, il va nous l'expliquer, et il comprend bien les corrélations entre ses douleurs, son inconfort
et l'environnement. Et l'autre patient qui, lui, il ne va même pas associer un phénomène de surcharge environnementale. Pour lui, tout va bien. Par contre, il va manifester des signes cliniques qu'on va pouvoir palper en ostéopathie, déjà à travers l'anamnèse, parce qu'il va nous raconter une histoire, mais surtout quand on va le tester. Il y a des zones corporelles qui vont vraiment nous donner des indications sur l'état de bien-être hormonal, endocrinien du patient. Et c'est la chaîne du stress. Ça, pour nous, c'est un repère vraiment important en clinique et qui est fiable. Voilà. Donc, il y a tout un système de cascade hormonale dans le corps qui fonctionne en chaîne entre le cerveau et les glandes qui sont à distance. Et ces glandes communiquent via des hormones, l'une avec l'autre. Et ces hormones vont donner un état de bien-être général au patient. Et ces hormones, elles sont topographiquement dans le corps, situées à des endroits qui sont, pour nous, des zones qu'on va pouvoir tester. Au niveau de la qualité du tissu, de la quantité de mouvement. C'est quoi la chaîne du stress, peut-être pour aider à suivre la chaîne du stress, elle va commencer, donc elle a un général, elle a un commandant qui est l'hypothalamus. Il a un deuxième général, l'hypothalamus, qui est l'hypophyse. Donc en fait, c'est des glandes centrales qui sont dans le cerveau. Elles vont libérer des premières hormones centrales qui vont aller donner des impulsions sur des glandes qui sont à distance. La thyroïde, qui va être vraiment un relais important entre ce qui se passe au niveau digestif et plus bas, et l'hypophyse et l'hypothalamus. Cette thyroïde va communiquer avec les autres glandes endocriniennes. Donc, on va avoir la surrénale par excellence. C'est la glande qui gère l'environnement, le stress. Le cortisol, c'est ça ? C'est celle qui va libérer les corticoïdes, notamment le cortisol, bien sûr. Donc, le cortisol qui va avoir différents champs d'action. C'est un antidouleur avant tout, donc ça nous permet d'être vraiment dans un état de confort environnemental, donc pas être trop douloureux, d'avoir un bon tonus musculaire, d'être éveillé. Mais la surrénale, elle ne va pas libérer que le cortisol, elle va libérer aussi les excitants. Juste parce que on va revenir sur les différents postes entre guillemets de la chaîne du stress et l'action que tu es en train de décrire, mais on entend souvent le cortisol genre comme si c'était quelque chose de mauvais. On entend souvent que c'est quelque chose de mauvais, mais alors que là dans ce que tu racontes, c'est plutôt comme le cortisol, c'est indispensable. Le problème, c'est quand il va être trop présent ou pas assez présent, et surtout à un moment où il doit être présent, ou il ne doit pas être présent. Alors, quand vous vous levez le matin, vous avez dormi normalement. Donc en gros, pendant la nuit, le stock de cortisol va être sécrété. Le corps va refaire ses stocks. Et le matin, quand on se lève, normalement, on est censé avoir un réservoir assez plein de corticoïdes. Et au fur et à mesure de la journée, le corps va décharger avec la surrénale ce cortisol pour qu'on soit éveillé, pour pas qu'on ait envie de dormir, pour qu'on soit en forme, qu'on ait un bon tonus, on va faire notre sport, on va manger, etc. etc. Et tout doucement, le soir, quand on arrive vers 21h, 22h, ce taux de cortisol doit chuter pour que le système nerveux lâche et qu'on puisse dormir. Voilà, en gros. Ça, c'est le cortisol. C'est un petit peu la courbe du cortisol qu'on est censé avoir pendant la journée. Alors, voilà, d'un patient à l'autre, ça peut varier selon ce qu'il fait, etc. Mais en gros, c'est comme ça que ça doit se passer. Si maintenant le patient il a un déséquilibre à ce niveau-là, parce que j'en sais rien, il a des troubles du sommeil depuis longtemps, il prend une médication depuis très très longtemps, il est trop stressé depuis trop longtemps, enfin bon, il y a un déséquilibre au niveau du fonctionnement de cette courbe de cortisol, et il peut avoir un taux de cortisol trop fort le soir. Du coup, il dort pas, il a du mal à s'endormir. Il peut avoir un taux de cortisol pas assez important le matin, donc du coup, quand il se réveille, il est crevé. Et c'est difficile. Et au fur et à mesure de la journée, il va commencer à s'activer, son taux de cortisol va un peu augmenter et il va se sentir un peu mieux, mais il ne sera jamais en forme, comme quelqu'un qui a une bonne courbe, qui se réveille une demi-heure, une heure après, il pète la forme et sa journée commence. Donc ce cortisol, ce n'est pas du tout un problème, au contraire, c'est essentiel. Mais ce qui va devenir problématique, c'est ses quantités, voilà, et à quel moment il est libéré, exactement. Et ça, c'est très dépendant de cette glande-là, qui est la surrénale, qui est la glande vraiment qui gère l'environnement et le stress environnemental. Ouais. Donc tu parlais de cet axe, donc de l'hypothalamus, de l'hypophyse, qui activait à distance les différentes glandes. Tu parlais de la thyroïde.
la surrénale où je t'ai coupé. Du coup, tu parlais du cortisol et là, je t'ai coupé. Voilà, donc cette surrénale libère différentes hormones parce qu'elle va jouer presque sur tous les systèmes. Donc le système digestif, donc elle libère des hormones qu'on appelle les peptides, donc qui vont jouer sur la digestion et l'inflammation, avec la substance P notamment et la somatostatine. Elle va libérer l'excitant. Donc ça c'est la famille des catécholamines, il y a la noradrénaline et l'adrénaline, donc ça c'est ce qui va augmenter la pression intracapillaire, augmenter le tonus musculaire, c'est ce qui nous donne de l'excitation. Oui, c'est ce qui nous permet de faire face quand le stress à l'époque il était croiser un lion dans la savane. Oui. À l'époque en fait cette surrénale elle était sollicitée par rapport à l'environnement, on était j'imagine des chasseurs-cueilleurs semble-t-il. Et donc, on avait des stress très très forts, mais très courts. Voilà, on était bien, et puis à un moment, fallait chasser ou fallait fuir. Et donc, cette surrénale était excitée à un bon moment, et elle libérait un taux d'adrénaline important pour être excitée, et un taux de corticoïdes très très important pour pas avoir mal, pour avoir une bonne perfusion dans le sang, pour mettre au repos le transit et pour envoyer le sang en périphérie, bien sûr. Parce que s'il fallait courir ou se battre, il fallait que le sang il soit dans la musculature squelettique, quoi. Donc il fallait pouvoir se défendre sans avoir trop mal. Et ensuite, quand l'événement ponctuel, c'est-à-dire l'environnement, était plus néfaste, ces taux diminuaient et on revenait à un niveau d'hormones dans le sang stable. Aujourd'hui, l'environnement fait que on est toujours excité, il y a toujours un stress, il y a toujours un besoin de libérer des hormones qui vont nous permettre d'être éveillés parce qu'on a toujours une excitation, une stimulation environnementale qui est trop forte et qui est trop constante. Dès le réveil, il y a des problèmes. Jusqu'au moment où on se couche, il y a des problèmes. T'as le téléphone qui sonne dès le réveil et t'as le téléphone en main au moment où tu t'éteins. On est dans une société, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir des moments de calme pendant la semaine, même pendant le week-end, et on est toujours dans une excitation chronique, en fait, bien sûr. Et c'est ça le problème. C'est ça, en fait, quand on parle d'un stress ambiant. Un stress ambiant, c'est pas simplement un patron qui arrête pas d'harceler sa secrétaire. Un stress ambiant, c'est quelque chose qui est constant. Même s'il n'est pas trop fort, le fait qu'il soit constant, régulier, ça rentre dans de la chronicité. Peut-être pour ça que tu as des patients aussi qui viennent et qui te disent bon non, moi je suis pas stressé. Ouais, parce qu'en fait ils ont tellement l'habitude d'être tellement dans ce système-là que pour eux ça va. Oui, le cerveau fonctionne bien parce que ce sont des gens avec un caractère fort, ils avancent. La difficulté, on l'affronte. Ce ne sont pas des gens qui se plaignent généralement. Par contre, l'organisme, lui, il manifeste des signes cliniques. Et s'ils viennent nous voir, de toute façon, c'est que quelque part, ils sentent bien qu'il y a un besoin. En tout cas, ils ont besoin d'aide. Ils en cherchent. Et donc, ils ont aussi besoin de solutions. Et des fois, en cabinet, on se rend compte qu'en les testant, on leur dit... Et finalement, ça déclenche aussi, ensuite, un mindset où ils se disent « Ah oui, mais en fait, il a raison. Moi, j'ai des œillères, là, j'ai la tête dans le guidon. J'avance comme un con depuis des années. Mais en fait, c'est pas un bon fonctionnement parce que... Parce qu'on arrive à leur dire et à leur faire comprendre. Ouais. Donc ça les aide aussi à ce niveau-là. Ouais, et même parfois tu peux très bien. Parce que toi souvent tu parlais, c'est pas d'office le patron relou à la machine à café. Tu peux très bien aimer ce que tu fais, te plaire dedans, mais être sur sollicité quoi. Un stress, c'est on a en médecine ce qu'on appelle des fractures de stress. Une fracture de stress, qu'est-ce que c'est une fracture de stress ? C'est pas quelqu'un qui est stressé qui se pète l'os, c'est une surcharge mécanique chronique. J'ai eu ça à mon pied, tiens. C'est une zone d'appui favorable parce que tu as un déséquilibre qui fait que quand tu marches, tu viens solliciter une zone de manière régulière et à un moment, l'os se fatigue. Et ça casse sans t'en rendre compte. Moi, j'ai eu ça, j'étais joué au hockey quand j'étais jeune. Ouais. Je sors de mon match, j'ai pas pris de balle sur le pied, j'ai pas pris de coup de stick. Je sais plus marcher. Voilà. À la fin, je vais à l'hôpital, ils avaient fracture de stress. C'est pour ça qu'on appelle ça une fracture de stress, parce que c'est un stress répétitif. Et à un moment, il devient nocif. Mais oui, un sportif de haut niveau, il est soumis à un stress permanent. Il est dans un stress sportif chronique. Ça reste un stress. Ça va engendrer toute une cascade d'événements hormonaux, comme quelqu'un qui est harcelé. Ça, c'est clair et net. C'était justement ma prochaine question. Qu'est-ce qui se passe dans le corps quand tu es soumis à un stress constant? On a parlé du coup du cortisol, mais j'imagine qu'il y a pas mal de mécanismes qui en découlent et que toi tu vas
recevoir un petit peu en dessous avec tes mains, tu dois voir un petit peu les impacts de ce stress d'un corps qui a été soumis qui a été sous tension trop longtemps. Qu'est-ce qui se passe Alors, comme je disais tout à l'heure, quand les patients vont arriver, disons, dans un état où c'est pas encore trop installé, ils vont générer de l'inflammation. Donc, ils ont très souvent un tonus musculaire excessif, même au repos. C'est-à-dire que quand on les teste debout, tu as un tonus qui est censé être présent quand même, parce qu'il faut tenir debout. Le tonus musculaire, c'est pour... Alors, le tonus musculaire, qu'est-ce que c'est ? En gros, ton muscle, au repos, il a une tension de repos qui est la sienne, qui est propre au muscle. Nous, en cabinet, on a l'habitude d'en tester. Donc, le muscle, il doit être dans un état de repos qui est physiologique. C'est-à-dire qu'il ne doit pas être anormalement tonique et il doit être quand même un peu tonique. Donc, il ne doit pas être hypotonique ni hypertonique. Il doit être vraiment dans une tension propre à ce muscle. Et selon la position dans laquelle on va tester le patient, donc si on le teste debout, assis ou couché, le muscle ne va pas être soumis à la même influence de la gravité. Donc il doit présenter un relâchement quand il est couché sur le dos, parce que c'est la table qui va travailler, que quand il est debout. Parce que quand il est debout, il faut porter la tête, il faut porter les épaules. Par exemple, si on prend le trapèze, quand on est debout, le trapèze il a un état de tension qui est normal, parce qu'il doit tenir les épaules, il doit soutenir la tête, mais il ne peut pas être anormalement contracté. Oui. Et cette tension, elle doit diminuer quand il s'allonge sur le dos. Parce que là, il n'y a plus la gravité. Si maintenant le patient il a une tension debout qui persiste quand il est couché, c'est qu'il y a un stress musculaire de tension permanente. Et ça, c'est ce qu'on retrouve clairement chez les patients qui viennent avec une fatigabilité comme ça, de stress. Ils ont de l'inflammation et de l'hypertonicité. Et pas que sur des muscles squelettiques. Ils vont aussi avoir de la tension sur les muscles digestifs. Parce que le tube digestif, il est soumis à des contraintes musculaires. Le tube digestif, il se contracte, il se détend et il fait avancer le bol alimentaire. Et donc tout ça, c'est lié aussi à une contraction musculaire. Ce sont des muscles qui sont lisses, on dit, qui n'ont pas vraiment le même aspect, mais qui ont la même fonction. Donc ça se contracte, ça se décontracte, et tout ça, c'est généré et géré par le système nerveux central. C'est autonome, c'est pas toi qui décide de faire avancer ton bol alimentaire. Pourtant, ton cerveau, il décide de faire, lui, la contraction. Mais ce stress musculaire, il va être aussi soumis à des tensions. Donc quand on teste un petit peu le transit des patients, le tonus de l'abdomen, on retrouve aussi des tensions musculaires qui sont complètement anormales. Voilà, donc ça c'est clairement palpable et c'est fiable, c'est vraiment très fiable. Oui, c'est pour ça me fait penser en fait, quand tu dis tout ça, l'importance, ça peut paraître bête parfois, mais l'importance de ta position. Quand tu restes longtemps dans une position, quand tu travailles toute la journée, là où tu as ton ordinateur, en fait, si tu es dans une position où tu dois plus travailler, j'imagine que tes muscles sont plus ou moins relâchés, ça doit avoir un impact énorme. Quand tu fais ça tous les jours, toute la journée, parfois on ne se rend pas compte, ou même au niveau de la mâchoire, parfois je peux me rendre compte que je suis crispé sur la mâchoire, et en fait tu dois apprendre à te relâcher. Te relâcher. Oui, bien sûr. J'ai envie de rebondir sur tu as parlé des deux systèmes. Du coup, le système squelettique et le système digestif. L'orthosympathique et le parasympathique. Okay, tu as commencé le végétatif et le... Voilà, c'est ça. À rentrer là-dedans. Et aussi du tonus... digestif. Est-ce que les deux sont liés, c'est-à-dire que quand tu es dans un état ou dans un autre, tu vas avoir plus ou moins de tonus au niveau digestif, ou est-ce que c'est deux choses complètement séparées? Et peut-être nous expliquer ce que c'est que ces deux systèmes et comment est-ce qu'ils cohabitent, ou en tout cas ils sont supposés cohabiter, parce que j'imagine que parfois c'est là aussi qu'on a Alors, de manière générale, un tissu, que ce soit un tissu musculaire, ligamentaire, viscéral, pariétal, peu importe, un tissu mou, il a un seuil de latence. C'est-à-dire que quand on va le palper, il doit se laisser faire, jusqu'au moment où il va réagir. Parce que les mécanorécepteurs, c'est-à-dire tous les récepteurs qui sont sensibles à la pression, qui sont sensibles au toucher, ils vont s'activer de telle sorte à prévenir le cerveau qu'il se passe quelque chose. Mais si le patient est dans un état normal, il est disponible. Il n'est pas fermé, il n'est pas en sécurité, il n'est pas prêt à te bondir dessus parce que tu t'approches de lui, il n'est pas en hypervigilance. Donc à partir du moment où on teste un tissu, qu'on va mettre les doigts et qu'on vient mettre un peu de pression, on doit sentir qu'il y a un seuil de latence, c'est-à-dire qu'on rentre avant d'avoir une réaction.
Donc si on rentre dans un tissu et que le tissu il est anormalement tendu, qui ne se laisse pas faire, et que ce tissu, qui soit digestif, qui soit musculaire, qui soit articulaire, répond à une clinique plus ou moins similaire de partout, bah oui, on peut dire qu'il y a un état d'hypervigilance du patient, qu'il est tendu, anormalement en tout cas, et qu'il y a peut-être une hyperexcitation du système sympathique. En gros, le système qui va t'exciter, c'est celui qui te tient éveillé, c'est celui qui te permet de bouger, donc c'est celui qui te permet vraiment d'avoir une action volontaire. Voilà, tu décides de marcher, tu décides de bouger, etc. Et le système qui te calme, bah, c'est ton tube digestif. Parce que quand tu manges, c'est pas toi qui décides, pourtant il y a une digestion qui se fait, donc il y a un schéma autonome qui se met en place, indépendamment de ta volonté. Oui, tu réfléchis pas à comment tu digères. Voilà, pourtant ça se fait. Quand on dit d'une personne qui a des végétatifs, en gros c'est son système nerveux central volontaire, il fonctionne plus, mais son tube digestif fonctionne. Et c'est un peu là où il y a la difficulté. On le le débranche pas. Oui, mais bon, le mec il est pas conscient, il ouvre pas les yeux, il répond pas, ça fait 10 jours. Oui, mais son tube digestif fonctionne. Donc c'est qu'il a envie. Et c'est un peu là que c'est difficile en médecine de dire, mais il y a peut-être une chance qu'il se réveille. Oui. Mais en attendant, ça fait 10 jours que son système nerveux volontaire ne fonctionne plus. Donc, voilà. Et donc, c'est un peu compliqué. Mais en gros, le système orthosympathique et le système parasympathique, digestif et le système musculo-squelettique, ces deux systèmes fonctionnent ensemble. Donc, ils sont indissociables. Les deux forment ton système nerveux central. Donc, quand tu as besoin de mettre du sang en périphérie parce que tu vas faire un jogging, il faut que ton transit soit au repos. Quand tu as besoin de mettre du sang dans ton intestin parce que tu as fait une bonne bouffe, bah, il faut que ton sang il aille dans l'intestin et pas dans tes muscles. Et donc, ces deux systèmes travaillent ensemble. Donc, l'un calme, l'autre excite. Maintenant, quand tu en as un qui prend le dessus parce qu'il est trop sollicité, au niveau orthosympathique, le stress ambiant, bah, qui est tout le temps mentalement et sous excitation constante, bah, il peut avoir des troubles digestifs parce que son système qui calme le transit, en tout cas qui s'occupe de son transit, ben, il n'est pas bien compris, il est mal compris, il n'est pas suffisamment utilisé, et donc on peut créer des déséquilibres, bien sûr, digestifs, sur une surexcitation orthosympathique, environnementale. Et inversement, quelqu'un qui a une douleur digestive, parce qu'il a, je sais pas moi, il a un ulcère, eh ben, il va avoir dans le temps une perturbation parasympathique qui va influencer son système orthosympathique, et donc il pourrait déclencher des douleurs mécaniques, des douleurs physiques. Il pourrait venir parce qu'il a mal entre les omoplates. Il pourrait venir parce qu'il a mal dans le bas du dos. Et en fait, c'est une résultante, une conséquence de son problème de transit qui vient se manifester par une douleur physique. C'est le système nerveux qui essaie de trouver un échappatoire, qui manifeste une plainte par souffrance. Voilà. Donc ces deux systèmes, en fait, ils sont indissociables l'un de l'autre et ils fonctionnent ensemble. Et l'idée, dans la société actuelle, c'est de solliciter le plus possible le système parasympathique. La respiration, le sommeil, les moments de confort, les moments où on sort de l'environnement stressant. Voilà, c'est ça en fait qui fait que le système parasympathique arrive à sortir un petit peu la tête de l'eau parce que le système orthosympathique se calme. Voilà. Et lui donner l'occasion dans des moments importants, comme le moment où tu vas manger par exemple, où tu as besoin d'utiliser ce système-là, arriver à se mettre... Comment on se met allez, dans ta journée de boulot? Généralement, ta pause midi, t'as pas 3 heures pour aller faire une grande balade dans les bois pour te détendre avant de manger. Non. Comment est-ce que tu peux rapidement... Et juste avant, tu étais dans une réunion stressante. Donc, comment tu fais pour te dire, OK, maintenant, hop, je switch? Compliqué. C'est compliqué parce que si tu as 15 minutes où tu dois manger sur le pouce, tu n'y arriveras pas. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas bâcler ta mastication. Donc, quand même, le début de la digestion, c'est l'aspect mécanique. L'aspect mécanique qui ne sera pas fait en bouche, elle va devoir être comblée par un aspect chimique dans l'estomac et dans l'intestin. Tu n'as pas le choix. Donc, quelque part, tu vas même surcharger ton système parasympathique parce que tu vas mal manger. Donc, si tu dois manger sur le pouce, évite de manger trop solide, ou alors ne mange pas. Et là, par exemple, parce que tu parlais de respiration, est-ce qu'il y a moyen avec la respiration de rapidement se passer de l'un à l'autre, tu vois, avec la cohérence cardiaque ou Alors rapidement, je sais pas. Il faut être dans un environnement. Il faut que ce soit rapide. Voilà. Ça va pas. C'est compliqué à quantifier, mais c'est dépendant d'une personne à l'autre aussi. Et si le mec, comme tu dis, il arrive dans un état de stress où il transpire, où il tremble, il sort d'un événement vraiment, il va peut-être lui falloir beaucoup de temps avant de redescendre. Donc moi, ce que je conseille, c'est que, sincèrement, si tu as besoin de diminuer ton système ortho, c'est de fuir l'environnement.
qui te provoque ce système-là. Donc si tu es obligé d'être dans un état de vigilance importante parce que l'environnement dans lequel tu es te laisse pas le choix, essaie pas d'en sortir. Règle tes problèmes, et c'est une fois que tu sors de cet environnement que tu peux commencer à diminuer ton système orthosympathique et commencer à manger, à te détendre, à lire. Oui, parce que pour certaines personnes, sortir d'une réunion stressante entre guillemets et aller manger c'est possible. Tout détendu, c'est totalement possible. C'est des gens qui arrivent à passer, bien sûr. Mais il y en a qui n'y arrivent pas. Et donc, il faut pas, parce que chez certains, ça marche, qu'il faut le faire parce que ton voisin te dit « Oh, moi, quand je fais ça, ça me calme. » Ouais, non. C'est tellement propre à chacun. C'est dépendant de trop de facteurs, en fait. Mais essayer de diminuer ton système d'excitation, c'est une bonne chose, en fait. Hein. Après, par quel biais tu vas devoir intervenir? La respiration, oui, il y a la cohérence cardiaque, il y a de la méditation, il y a de la sophrologie, il y a plein de choses qui fonctionnent, bien sûr. L'activité physique. Alors l'activité physique, il me dit qu'il faut mettre le sang dans les muscles périphériques quand je vais courir, c'est le système ortho. Oui, mais tu vas le solliciter différemment. Tu diminues quand même ton système ortho. Même si tu continues à l'utiliser, il va diminuer de seuil. Et quelque part, tu vas aussi créer une fatigue musculaire, une fatigue physique et une déconnexion mentale. Donc, quelque part, tu rentres déjà un petit peu dans un meilleur équilibre entre les deux. Donc, c'est un échappatoire. Il y a des gens qui aiment bien lire. C'est magnifique, la lecture. Pourquoi ? Parce que pour lire, il faut être assis. Donc, déjà, tu es dans un état de relâchement musculaire. Tu es assis ou couché. Il faut du silence. C'est quand même sympa. Parce que le silence... c'est, comme dirait Cabrel, c'est ce qui se remarque le plus quand même dans la société actuelle, c'est quand il n'y a pas de bruit. Tout le monde est inquiet, il n'y a pas de bruit. Alors quand même, c'est important le silence. Ça met le système nerveux central au repos. Et c'est très souvent, on va lire des choses qui nous intéressent. Donc on est concentré et on est dans une recherche de confort en fait, spirituel. Donc ça c'est pareil, ça, c'est intéressant de lire. Et dans le moment présent. Et on est dans le moment présent, parce que voilà, on est dans l'histoire, clairement. On va venir juste après un peu aux choses qu'on peut faire lorsqu'on est un système, parce que là on parle un petit peu de qu'est-ce qu'on peut essayer de faire pour ne pas arriver dans cette tension constante. Après on va parler de concrètement, tu as quelqu'un où le corps a été trop tendu, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que tu vas faire en tant qu'ostéo. Mais juste la discussion entre les deux systèmes et le besoin en fait de privilégier un système ou l'autre en fonction du type d'activité. Donc quand on mange, on veut plutôt un système au repos. Quand on a besoin de s'activer, on calme l'aspect digestif. Du coup, ça me fait penser, quand est-ce qu'on mange quand on fait du sport ? Il y a toujours cette question qui revient, quel est le meilleur moment pour manger Quel est le meilleur moment pour manger quand on va faire du sport ? Avant ou après ? J'imagine que ça dépend du type de discipline aussi. Bien sûr. Alors si tu as un événement, disons un sport qui va durer 1 heure, 1 heure et demie, qui te demande un apport sanguin riche en glucides, parce que ça va être ton premier substrat énergétique que ton corps va consommer. Donc c'est ton carburant si tu veux, donc il te faut quand même du glycogène. Donc idéalement, dans les 2-3 heures avant ton activité, c'est bien d'avoir mangé. Si tu as une petite fringale, c'est bien aussi de manger un peu de glycogène ou de sucre rapide, des choses comme ça. Un fruit, par exemple, du fructose, parfait. Mais éviter de manger lourd, quoi. Parce que alors là, tu risques de mettre un peu trop de sang dans ta digestion et tu vas perdre ce qu'on appelle de l'influx nerveux et donc tu seras moins tonique et donc tu seras moins performant dans ton sport. Maintenant, après l'activité, selon l'activité que tu fais, des fois, il faut manger 15-20 minutes après pour tout de suite combler ta dette, notamment en glycogène. Donc, manger un peu de pâtes, quelques grammes, 180-100 grammes de pâtes dans la demi-heure qui suit l'activité. Chez, par exemple, quelqu'un qui fait de la musculation, c'est très intéressant. Prendre des compléments en protéines. Il y a des checkers et des choses comme ça. C'est intéressant. Maintenant, si tu as un sport de longue distance, de longue durée, là, il te faut une glycémie stable. Donc, quelque part, il faut pouvoir la mesurer. Donc, toi, par rapport à ton activité, il faut que tu saches quand tu as ta fringale, quand tu as ton pic d'hypoglycémie. Maintenant, il existe des capteurs, on peut l'avoir en instantané. Et là, il faut limite manger pendant ton activité. Il te faut un apport. Oui. Mais donc, en fait, ma question, c'était du coup, est-ce qu'il faut prendre en compte cet aspect ça dépend du type de sport et comment tu te sens pendant ton activité. Si tu sens que tu n'as pas d'énergie, oui, alors il faut sans doute essayer de réfléchir à est-ce que je ne mangerai pas 2-3 heures avant ou 1 heure et demie avant, et si oui, quoi ? Bien sûr. Mais privilégier peut-être, si tu manges 2 heures avant, les glucides, et si tu manges 1 heure et demie, 1 heure avant, peut-être plus les protéines. Et maintenant,
Toi, en tant qu'ostéopathe, du coup, qu'est-ce que tu fais sur quoi est-ce que tu travailles, en fait, quand tu as quelqu'un qui est dans un état de tension? Après, tu vas me dire, parfois, tu as un blocage ou autre sur lequel tu dois travailler directement, mais quand tu sais tes différents capteurs un petit peu du stress sur lesquels tu travailles, on parle parfois du diaphragme aussi. Comment est-ce que tu travailles en ostéopathie, et ça sera vrai sur tout le monde et sur toutes les pathologies, ce sont nos tests de mobilité qui vont nous dire où on doit travailler et avec quel type de technique. Voilà. Donc, quand on va faire notre bilan, on va tester notre patient. Et si on trouve, par exemple, un patient qui vient nous voir avec des douleurs dorso-lombaires, thoraciques basses, dans les lombaires hautes, voilà, plutôt de fin de journée, qui va associer aussi à son état de stress. Il va dire, quand j'ai des coups de stress, c'est un peu plus tendu, je dois bouger, je suis pas bien assis. C'est une douleur qui est supportable, mais qui est permanente. Elle est désagréable. J'ai besoin de me croquer, j'ai besoin de m'étirer, je sens que j'ai une tension qui est là. Et que dans nos tests, on trouve vraiment une dysfonction, que ce soit une côte, une thoracique, un diaphragme, voilà, qui est anormalement tendu, qui est tendu d'un côté, moins de l'autre, etc., etc. Une ventilation, quand on va lui demander d'inspirer, d'expirer, asymétrique, des choses comme ça. Une douleur à la palpation. Eh bien, évidemment, c'est une zone qu'il va falloir traiter. Et pour ça, on va utiliser un outil qui correspond au type de blocage. Si on a un blocage plutôt structurel, ostéo-articulaire, on va utiliser une technique plus directe. Si c'est plutôt une tension musculaire, on va plutôt utiliser une technique musculaire, comme des contractés relâchés, de la mobilisation, une détente musculaire locale. Si on a une technique plutôt, disons, qualitativement asymétrique, ça bouge moins bien d'un côté, mais ça bouge quand même, on va plutôt le mobiliser, on va travailler plutôt de la mobilité active ou passive, mais on va l'adapter. Mais on va toujours se référencer à nos tests de mobilité. Donc en fait, c'est tes tests de mobilité qui vont te dire sur quel niveau il faut travailler. On va se dire, de manière, en médecine conventionnelle, en fait, c'est pas comme ça qu'on réfléchit. Il faut un symptôme, et ce symptôme va nous dire ce qu'on doit faire. En ostéopathie, c'est pas un symptôme qu'on soigne. Dans notre stratégie, ce qu'on soigne, c'est le patient. Alors tu me diras, oui, en médecine aussi, ce qui nous intéresse, c'est le patient dans sa globalité. Oui, mais si un patient vient te voir en médecine conventionnelle et qu'il n'a pas de symptômes, qu'est-ce que tu vas faire? Oui, lui donner des conseils de vie, d'accord, mais il n'y a pas de champ d'action, quoi. En ostéopathie, c'est pas du tout ce qu'on fait. Nos tests de mobilité vont révéler des dysfonctions, des pertes, des déséquilibres. Même s'ils ne sont pas douloureux, on va devoir les travailler. Parce qu'on va partir du principe qu'à partir du moment où ça ne bouge pas bien, pas suffisamment, ça va engendrer des cascades d'événements à distance, de compensation, qui vont engendrer, de toute façon, un inconfort au patient. Et cet équilibre dans lequel vient nous voir le patient, cet équilibre dans lequel il est forcément problématique puisqu'il a des symptômes, le patient. Il manifeste des troubles physiques, digestifs. Alors, on va toujours essayer de les corréler avec les niveaux. Donc, si un patient a mal à l'estomac, on a des relais gastriques au niveau nerveux, on a des relais gastriques au niveau de la paroi. Donc, bien sûr, ce sont les niveaux qu'on recherche. Mais ces niveaux ne sont pas toujours en lien, topographiquement, avec l'estomac. Des fois, c'est beaucoup plus haut ou beaucoup plus bas. Voilà, ça, c'est l'anatomie qui nous l'explique. Et les niveaux nerveux, vasculaires, nerveux, etc. Donc, en gros, si tu veux, quand le patient il est chez nous, quand on va faire nos tests, on va faire une espèce de cartographie comme ça de perte de mobilité et on va essayer de les corréler avec ses symptômes. Et on va se dire, ok, là, lui, il présente peut-être un épuisement surrénalien parce que j'ai l'impression que son cortisol, il n'est pas bien libéré pendant la journée. Donc, je vais essayer d'aller palper la région qui correspond à la surrénale, voilà, typiquement la 12e thoracique, les 2 dernières côtes. Je vais voir la position de son diaphragme et je vais dire, attends, je vais aller voir quand même au niveau de son cartilage thyroïdien. Je vais aller voir ses cervicales basses, ses 5, ses 6. C'est là où s'attache quand même la thyroïde. Je vais aller voir ses cervicales hautes. Est-ce qu'il n'y a pas là-dessous un épuisement musculaire qui pourrait potentiellement me faire comprendre que son système parasympathique est fatigué? Ou est-ce qu'au niveau de ses thoraciques, entre les omoplates, ça c'est le système orthosympathique, c'est la chaîne thoracique latérale, est-ce qu'il n'y a pas une dysfonction, une hyperexcitation au niveau d'une vertèbre, parce que le muscle est trop tendu, parce que ça bouge pas bien, parce que ça lui fait mal quand je palpe, qui pourrait être en lien avec la surrénale? Et moi, dans ma tête, faire mon lien dans la chaîne, de dire, ok, il a une compression diaphragmatique au niveau du passage de la veine cave, le système veineux, c'est là où passent les hormones quand même. Donc je me dis, tiens, si je libère un petit peu son thorax à droite, déjà je vais lui permettre une meilleure ventilation, je vais dégager le système cave. Le système cave va mieux ramener les hormones
au cœur. Tiens, le cœur droit qui va recevoir le sang veineux, est-ce que la 4e côte à droite bouge bien? Est-ce que son médiastin bouge bien? Est-ce que son système nerveux qui est en lien avec son cœur droit, donc ça c'est le système phrénique, et le système vague, est-ce que ces cervicales moyennes, cervicales hautes fonctionnent bien? Parce que les relais nerveux sont là, au niveau de ces deux nerfs, et ainsi de suite. Et donc je pars dans ma démarche ostéopathique. Mais ça, c'est la mobilité du tissu qui va nous le dire. Donc, d'un patient à l'autre, pour le même motif, ça ne sera jamais le même traitement. Maintenant, si un patient ne manifeste pas de troubles physiques, c'est-à-dire qu'il a pas mal, il bouge bien, c'est là où nous, on va se dire, tiens, moi, avec mon champ d'action, je ne vais pas pouvoir l'aider. Parce que je n'ai pas de voie d'entrée dans son système nerveux central. Et donc, je vais essayer de réfléchir et de dire chez qui je pourrais l'orienter. Est-ce qu'il a besoin d'un bilan, peut-être sanguin? Est-ce qu'il a besoin d'une analyse, voir un peu sa courbe de cortisol, comment elle fonctionne. Donc là, on fera peut-être un bilan salivaire pour vraiment avoir une bonne indication dans la journée, pour savoir qu'est-ce qu'il faut faire, à quel moment et pourquoi surtout. Pas commencer à donner... il y a des traitements un peu pour tout le monde, j'ai envie de dire. Typiquement, l'ashwagandha, c'est quelque chose... Voilà. Et parfois, ça marche. Alors, quand ça marche, on est content, mais quand ça marche pas, ça veut pas dire qu'on fait fausse route. Ça veut dire que c'était pas ce qu'il fallait donner, ou peut-être pas au bon moment. Et donc, c'est dommage, parce que finalement, on avait la bonne idée, la bonne stratégie, mais elle n'est pas bien mise en place. Ça, c'est dommage. Mais où des fois, on se dit, il y a peut-être autre chose là-dessous, et c'est là où on déclenche d'autres types de soins, comme des bilans médicaux, des imageries, etc., etc. Mais ça, en ostéopathie, c'est quelque chose qui est fiable, c'est nos tests de mobilité, et que ce soit pour un problème d'épuisement, que ce soit pour un problème endocrinien, peu importe, ça sera la même chose. Voilà. Il y a la mascotte qui vient dire bonjour sur l'écran. Pour ceux qui nous écoutent, il y a le chien qui vient faire un bisou à Thaïlande. Pour ceux qui veulent faire leur analyse du microbiote ou savoir s'ils ont une candidose ou connaître leur production de cortisol, vous pouvez réaliser des analyses directement depuis chez vous. On vous met le lien en description pour répondre au questionnaire qui va vous mener justement à la page où vous pouvez commander vos analyses, à réaliser depuis chez vous, à renvoyer dans un laboratoire certifié, et derrière vous recevrez un rapport qui va vous expliquer justement quel est l'état de votre microbiote, est-ce que vous avez une candidose, quel est l'état de votre production de cortisol, et vous donner des pistes concrètes pour agir dessus. Donc voilà, je vous mets le lien en description de l'épisode, et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions par téléphone ou par mail sur les analyses. Mais du coup, ça j'imagine que, parce que tu parles des tests de mobilité, de pouvoir aller jouer sur plusieurs axes, mais pour ça, il faut encore que la personne, elle arrive, qu'elle sache encore marcher, parce que j'imagine que dans ta salle d'attente, tu dois avoir aussi beaucoup de personnes qui arrivent parce qu'ils ont un problème aigu, ou enfin, tu vois, en un coup, il y a quelque chose qui est ressorti, ils ont le dos bloqué. Enfin, ou peut-être je me trompe, quel est le pourcentage un petit peu de la population qui vient te voir en te disant je sais plus bouger, et l'autre partie qui se sent stressé, irritable, problème digestif, et qui se disent j'ai envie d'aller investiguer un peu plus loin parce que clairement jusqu'ici j'ai pas encore eu de réponse. Alors les problèmes vraiment musculo-squelettiques, c'est quand même la grande majorité de nos consultations. Cervicalgie, dorsalgie, lombalgie, douleur périphérique, genou, pied, poignet, voilà. J'ai une tendinite, j'ai mal au poignet, que sais-je. Les patients vont venir, c'est physique ça. Donc ils associent facilement un problème physique à l'ostéopathe. Voilà. Il va manipuler, il va redonner du mouvement, voilà. Ça rentre dans notre champ d'action pour le grand public en fait. C'est facile à comprendre. Ça bouge pas, je vais redonner du mouvement. Donc je vais voir un kiné, je vais avoir un ostéo, je vais avoir un chiro. Enfin bon, ça c'est des choses. Je vais faire du sport. C'est une cohérence, j'ai envie de dire logique en fait. Maintenant, il y a une autre population qui vient nous voir pour des maux qui sont un peu plus difficiles à quantifier physiquement. Voilà, typiquement les troubles digestifs. Alors ça, c'est un truc. Alors, c'est des patients qui ont fait plein de choses avant. Parce que, bien sûr, on a mal au ventre, on va voir le médecin. Le médecin à palpation, il a un ventre dur, il a un ventre anormalement sensible, il va demander des examens, c'est normal. Parce qu'il y a potentiellement un problème, dégénératif, un problème médical. Donc, une fois qu'on a vu le médecin, qu'on fait, et puis on se rend compte que ça va, c'est-à-dire que l'organe n'est pas malade, on dit au patient, non, écoute, t'inquiète pas, tout va bien. Mais ça résout pas le problème, il a toujours mal. Donc les patients, ils se disent, attends, si c'est pas un problème organique, dégénératif, médical, c'est sûrement un problème fonctionnel. Donc je vais aller voir un praticien
fonctionnel. Et donc, ils vont avoir un médecin fonctionnel, ou avoir un ostéopathe de nouveau. Et donc, c'est un patient qui viennent. Mais là, il y a toute une panoplie, bien sûr, d'examens. Donc ça, c'est pas des patients qu'on va voir en aigu, ça. Non. Et donc, mais du coup, en fait, là où je veux en venir, c'est tu peux quelqu'un qui vient te voir en aigu, bon bah tu vas résoudre l'aigu, parce que j'imagine que tu sais pas commencer à travailler, surtout quand la personne est en aigu. Non. Comment est-ce que tu comment est-ce que tu conseilles un petit peu la visite ou le nombre de visites chez l'ostéo, un peu comment est-ce que c'est parce que quelqu'un qui vient te voir en aigu, mais derrière en fait il y a tout ce corps qui a été mis sous tension depuis longtemps, qui a permis à l'aigu d'arriver, pas toujours, hein, parfois il a porté une caisse de champagne trop lourde ou autre, mais comment est-ce que tu travailles? Tu demandes à la personne de revenir te voir en disant attendez, en fait je vois quand même qu'il y a le reste là qui est déséquilibré, il faut qu'on continue à travailler dessus. Comment alors ça se passe, si c'est vraiment aigu, parce que y a beaucoup de gens qui disent que c'est aigu et c'est pas aigu, hein, c'est juste qu'ils ont très mal. Voilà. Un problème aigu, c'est un problème qui génère de l'impotence, c'est-à-dire que si tu consultes pas, tu fais plus rien. T'es bloqué à quatre pattes, t'arrives plus à tourner la tête, c'est un événement soudain, donc c'est une apparition soudaine qui génère de l'impotence. C'est-à-dire que tu n'es plus capable de faire tes mouvements de la vie de quotidien. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'aigu. Donc ça, c'est des patients qu'on reçoit tous les jours, bien sûr, parce qu'il ne faut pas les laisser comme ça. Et ça peut, bien sûr, être le signe de quelque chose de beaucoup plus grave là-dessous. Donc quand on les voit, ces patients-là, il faut tout de suite comprendre si on peut agir, si on doit agir ou pas. Donc on a les drapeaux rouges, là, comme on dit, les red flags et tout ça. Donc nous, en première ligne, on se dit, OK, c'est bon, c'est vraiment mécanique, c'est musculaire, je vais l'aider, ou non. Il faut vite l'envoyer aux urgences parce qu'il y a potentiellement... Voilà. À partir de là, ça, c'est vraiment les urgences. Après, ces patients-là, une fois qu'on arrive à régler le problème urgent, c'est-à-dire cette douleur vraiment élective qui leur pourrit la vie, oui, il faut les revoir. Pour essayer de comprendre pourquoi ils sont arrivés aussi loin dans la démarche, pour deux choses. Déjà, pour pas que ça recommence. Et deuxièmement, pour essayer de soigner au mieux le problème. Parce que sinon, on va tourner au rond. Et ces patients-là, on va les revoir une fois qu'ils sortent de la phase aiguë, donc 2 semaines, 3 semaines, 6 semaines, ça dépend un peu du problème. Et là, très souvent, oui, quand on les revoit dans un état un peu plus froid, oui, c'est là qu'on se rend compte que y a peut-être des problèmes beaucoup plus profonds, beaucoup plus installés, en tout cas que le patient il est dans un déséquilibre, clairement. Après, notre champ d'action, il doit s'arrêter où? C'est toujours pareil, hein. Ouais, mais j'ai plus mal, ça va mieux, depuis que tu m'as manipulé, franchement, ça va mieux, j'ai repris ma vie. Jusqu'où on doit aller? Ça va dépendre de plusieurs choses. Le motif, qu'est-ce que veut le patient? Jusqu'où il veut aller? Voilà. Où s'arrête ma place à moi en tant qu'ostéopathe? Et là, on rentre vraiment dans la philosophie de la pratique. Donc, moi, j'évite de toucher un patient qui est stable. Voilà, c'est pour répondre à ta question. C'est-à-dire que même si le patient présente, à mon sens, des déséquilibres musculaires, ligamentaires, articulaires, s'il est dans un état quand même de confort, j'évite de le toucher. Parce que le danger, c'est justement de stimuler le système nerveux central et derrière, on a des fois des réactions qui ne sont pas attendues et on risque de le déstabiliser. Je dis souvent que qui peut le plus, peut le moins. Et finalement, moins on te touche, et je le dis en tant qu'ostéo, mieux tu te portes. Donc quand le patient consulte, c'est parce qu'il y a un besoin. Il faut éviter de venir faire des séances d'ostéopathie, de confort, de prévention. Alors si on y va une fois par an, une fois tous les 2 ans, c'est pas bien grave. Mais il ne faut pas commencer à rentrer dans de la chronicité de soins aussi. Et non, moi j'aime bien aller chez mon ostéopathe tous les mois parce qu'il me fait du bien et tout. On n'est pas là pour faire du bien. Il y a des masseurs pour ça. Il y a d'autres. Nous, on a quand même besoin, quand le patient il vient, qu'il y ait un motif, quoi. Il faut qu'il ait un truc à nous donner parce que sinon, on n'a pas l'impression d'être utile non plus. Mais voilà, là on rentre plutôt dans une philosophie de pratique et ça, je pense que c'est propre à chacun aussi. Et voilà, je voudrais pas rentrer dans ce débat qui risque de faire des nerveux et des incompris. Pour terminer, est-ce que tu as un exemple comme ça qui te vient en tête d'un patient justement type dont on parle et tu as pu travailler dessus et derrière il sent plus détendu, moins irritable. On a tous autour de nous et au quotidien, au cabinet, des patients qui arrivent, ils nous le disent pas, c'est pas toujours facile à palper, mais qui ont clairement un état de stress environnemental qui déclenche un besoin de consulter.
et pas qu'en ostéopathie. Voilà, les gens vont mal, clairement. Et si on peut, nous, à notre niveau, les aider par nos soins, par notre accompagnement, par nos conseils aussi, de peut-être faire et d'être accompagnés, voilà, parce que vous proposez, vous, chez Simp, ça va leur apporter un plus. Mais tant qu'on n'enlève pas ce stress ambiant, on ne soigne pas la cause. Ça, il ne faut pas penser qu'on va sauver les gens. Ça, c'est pas vrai. Oui, c'est ça. C'est comme les analyses qu'on propose. En effet, ça permet de voir où tu en es, quoi faire au niveau nutritionnel. Et souvent, c'est un peu un tremplin pour t'aider à faire du ménage dans ta vie. Mais souvent, il n'y a pas que la composante biologique ou physiologique. Il n'y a jamais que la composante biologique. Sauf chez des gens malades. Et là, on arrive vite à la quantifier parce que c'est la force de la médecine conventionnelle. Mais sinon, s'il n'y a pas de maladie, il n'y a jamais qu'un problème métabolique. Non. C'est pas comme ça que ça marche. Mais parfois, tu arrives dans l'irritabilité, ce cortisol qui mène à ton épuisement derrière quand il s'épuise. Quand tu es épuisé, c'est souvent compliqué de faire du tri. Tu te retrouves un peu dans ce fameux cercle vicieux. Et c'est là qu'il faut intervenir, bien sûr. C'est là qu'on doit intervenir et pour aider le patient à conseil de son ostéopathe. Et de dire, voilà. Alors, souvent, il faut voir le patient une deuxième fois ou une troisième fois, ou à un moment, il faut qu'il se livre aussi, parce qu'on a besoin qu'il nous raconte son histoire, parce que c'est difficile à comprendre d'où vient le problème, surtout quand c'est émotionnel. Mais tout trouble émotionnel induira avec le temps une douleur physique, ça c'est clair. C'est ce qu'on appelle la somatisation. C'est l'interprétation physique de l'état émotionnel du patient. Et l'un est indissociable de l'autre. En jouant sur l'aspect physique, on va avoir une boucle rétro positive, en tout cas on l'espère, sur l'émotion, mais on ne va jamais régler le problème. Voilà, on va le stabiliser, on va accompagner, on va faire en sorte que ça s'améliore. Mais si on veut régler les problèmes somatiques, il faut régler l'émotion. Voilà, donc là, il faut consulter aussi d'autres praticiens, clairement. Écoute, Taylan, merci beaucoup. Avec plaisir. Merci à toutes et tous d'être arrivés jusqu'au bout de cet épisode. Ouais. On a été long. Oui, il a été long. Je ne sais pas du tout combien de temps on a fait. Mais en tout cas, c'était très intéressant. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Pour nous, c'est très important de vous abonner à la chaîne. On mettra aussi les liens en description du cabinet de Taylan. Aussi, tu vas sortir une formation pour les ostéopathes bientôt. Je me lance dans les formations. Ouais, c'est bien. Je me lance dans les formations. Alors, ça sera des formations qui vont être arriver dans le courant 2026. Donc là, je suis sur les supports, je prépare un peu les matières. Donc, ça sera ciblé pour les ostéopathes. On a des conférences aussi pour d'autres types d'interventions entre d'autres types de praticiens, mais ça, c'est plus des synergies qu'on fait. C'est des conférences de 2-3 heures. Mais là, les formations, ça sera du continu et ça sera de l'accompagnement clinique, principalement, pour aider les jeunes praticiens ou même des praticiens plus avertis qui ont des difficultés cliniques par manque d'expérience, tout simplement. Et ça sera principalement porté sur un visuel pratique. Donc ça, je suis très impatient et ça va être une première en Belgique, parce que je vais être l'un des seuls à présenter ça. Mais voilà, ça arrivera prochainement. Donc ça va être les objectifs 2026. Voilà. Parfait. De toute façon, on mettra en description. Et puis, ceux qui nous suivent, on enverra une communication sûrement c'est très gentil. À ce moment-là. Donc voilà, n'hésitez pas à partager cet épisode avec quelqu'un qui 1, 2, 3, 4, 5, 10 personnes qui pourraient trouver 20 personnes qui pourraient trouver cet épisode intéressant. Et je vous dis à très bientôt. Merci.